Après ce stade de bon sens de la pensée humaine est venu le stade scientifique. Nous avons vu qu'il se caractérisait par l'intervention d'une triple opération de vérification du résultat, de sa finition et surtout de le rendre utilisable, ce qui, comme nous l'avons vu, demande l'énonciation de résultats relais. Nous avons vu que cela aussi est essentiel, d'abord pour la certitude de la connaissance ainsi acquise, ensuite pour sa fécondité et ses possibilités d'extension. Ces caractéristiques peuvent nous aider à comprendre ce qui se produit, psychologiquement parlant, dans le passage du premier stade au second. En d'autres termes, ce qui concerne le cas de l'étudiant en mathématiques. On sait à quel point il est banal de se heurter là à une incompréhension totale et à un échec complet. D'ailleurs, je serai très bref à ce sujet car il a été traité à fond par Poincaré. Avant même de le citer, il n'est pas inutile d'observer que ce cas de l'étudiant en mathématiques appartient déjà au sujet de notre étude. Entre le travail d'un étudiant qui essaie de résoudre un problème de géométrie ou d'algèbre et un travail d'invention, on peut dire qu'il n'y a qu'une différence de degré, de niveau, les deux travaux étant d'une nature analogue. Or, comment se fait-il que tant d'élèves soient incapables de ce genre de travail, incapables de comprendre les mathématiques ? C'est ce que Poincaré examine dans Sciences et méthodes, et il montre de façon frappante quelle en est la vraie raison, laquelle a sa source dans la signification qu'on devrait attacher au mot « comprendre ». Je cite. « Comprendre la démonstration d'un théorème. Est-ce examiner successivement chacun des syllogismes dont elle se compose et constater qu'il est correct, conforme aux règles du jeu ? Oui, pour quelques-uns. Quand ils auront fait cette constatation, ils diront « j'ai compris ». Mais non, pour le plus grand nombre. Presque tous sont beaucoup plus exigeants. Ils veulent savoir non seulement si tous les syllogismes d'une démonstration sont corrects, mais pourquoi ils s'enchaînent dans tel ordre plutôt que dans tel autre. Tant qu'ils leur semblent engendrés par le caprice et non par une intelligence constamment consciente du but à atteindre, ils ne croient pas avoir compris. Sans doute, ils ne se rendent pas bien compte eux-mêmes de ce qu'ils réclament et ils ne sauraient formuler leurs désirs, mais s'ils n'ont pas satisfaction, ils sentent vaguement que quelque chose leur manque. » Fin de citation. Il est facile de comprendre la relation entre cela et nos considérations précédentes. Pour enseigner, que ce soit oralement ou par écrit, chaque partie du raisonnement est amenée à sa forme entièrement consciente, correspondant au stade simultané de vérification et de finition que nous avons décrit plus haut. Et même, pensant aux conséquences futures, on a tendance à accroître le nombre de résultats relais. Dans cette manière de travailler, qui semble la meilleure pour obtenir une présentation rigoureuse et claire pour le débutant, rien ne reste cependant de la synthèse dont nous avons souligné l'importance au chapitre précédent. Or, cette synthèse nous donne le fil conducteur sans lequel on serait comme l'aveugle qui peut marcher, mais qui ne saurait jamais dans quelle direction aller. Ceux qui ont la vision d'une telle synthèse comprennent les mathématiques. Dans le cas contraire, il y a les deux attitudes mentionnées par Poincaré à la page précédente, et en général, c'est la seconde attitude qui prédomine. L'étudiant sent qu'il manque quelque chose, mais ne peut toucher du doigt ce qui ne va pas. S'il ne surmonte pas cette difficulté, il est perdu. Dans le premier cas mentionné par Poincaré, l'étudiant, ne trouvant aucun procédé de synthèse, s'en passe. Quoique cela lui permette de poursuivre ses études, souvent pendant de longues années, son cas est à un certain point de vue pire que l'autre, qui comprenait du moins l'existence d'une difficulté. Comme on demande de plus en plus de mathématiques pour diverses carrières, on rencontre fréquemment ce genre d'étudiants. J'ai interrogé un étudiant qui, guidé par son bon sens, connaissait la vraie réponse à ma question, mais ne pensait pas qu'il lui était toujours loisible de la donner, et ne se rendait pas compte que la suggestion de son subconscient pouvait aisément se traduire en démonstration correcte et rigoureuse. Des exemples curieux de ce genre ne sont pas rares parmi les étudiants en calcul différentiel et intégral. Le plus souvent, ils se demandent s'ils peuvent s'appuyer sur tel ou tel théorème ou formule, et si les conditions pour son application sont remplies ou pas. Ils se donnent parfois beaucoup de mal pour cela, alors que le bon sens indique que la réponse est pratiquement évidente. Et d'autre part, ils négligent cette précaution dans le cas où elle est délicate et mérite un examen attentif. Cette remarque ou d'autres analogues peuvent à l'occasion être utiles en pédagogie.